Son Excellence Atubango. Son Excellence Atubango, vous le suivez dans les médias, parlant de l'Ituri, son point d'origine, mais aujourd'hui, il vous parlera en live et il aura les questions à la hauteur de l'université pour qu'il en fasse écho au gouvernement. Je tiens d'abord à remercier particulièrement cette association et beaucoup plus le président. Je n'avais fait aucune demande. Du coup, je vois les excellences professeurs viennent dans mon cabinet me remettant le sujet sur lequel aujourd'hui nous allons échanger. Je voulais aussi d'une façon particulière remercier le comité de gestion de cette université. Et beaucoup plus, vous l'Assemblée. À l'heure actuelle, pour faire une bonne politique, une politique professionnelle, on a besoin des intellectuels. Aujourd'hui, la politique se marie avec les théories scientifiques. Et là, vous pouvez faire une politique saine et une politique professionnelle. À l'époque, il suffit que vous ayez seulement un bagage, et dans la plupart des cas, ils ont toujours dit on n'a pas besoin de diplôme, il faut classer les diplômes dans les tiroirs. Mais à l'heure actuelle, il faut marier la politique avec la science et vous allez faire une excellente politique. Je suis l'homme le plus heureux que je sois aujourd'hui devant, je dirais, la sommité intellectuelle de notre pays, qui est l'Université de Kinshasa. Je sais que tout le monde attend qu'est-ce que Samy va dire. Je suis beaucoup plus ici comme un scientifique, comme un diplomate, et aussi comme le fils du terroir, là où il y a des tueries perpétrées par le fils du coin, qui est ma province. Conflit intercommunautaire de l'Ituri. Je vais un peu parler d'une façon ramassée de l'aperçu général, la situation géographique de l'Ituri. L'Ituri se retrouve entre deux pays. Il y a à l'est, je dirais est, nord, nous avons l'Ouganda, séparé bien sûr par le lac Albert, le plus poissonneux de la RDC, et vers le Grand Nord, par le Sud-Soudan. Et vers, je dirais, ouest, nord, nous avons la province de Haut-Ouélé. Et vers le sud-ouest, nous avons la province de la Tchoko. L'entrée de ces trois provinces, Haut-Ouélé, Tchopo, Bazouélé, c'est l'Ituri. La situation géographique de l'Ituri met l'Ituri dans une position là où tous les deux pays en vie et ils peuvent aussi venir toquer par-ci par-là. La situation démographique, l'Ituri c'est l'une des 4 provinces de la Grande Orientale la plus peuplée. Preuve, il y a 28 sièges nationaux, 48 sièges provinciaux et 4 sénateurs. Contrairement à Haut-Ouélé, ils en ont combien? 11. Tchopo, 16 et Bazouélé, 7. Ça, c'est les sièges nationaux. Et s'il faut aller vers les sièges provinciaux, allez-y comprendre qu'est-ce que les 3 provinces peuvent donner. Là, je voulais vous faire comprendre qu'est-ce que cette province de l'Ituri. Sur le plan politique,
Sur le plan politique, c'est à peu près ce que je viens de vous brosser. Et aussi, sur le plan maintenant économique, nous avons de l'or, nous avons des forêts, nous avons les lacs. Et aussi, vous ne pouvez pas oublier, il y a d'autres ressources qu'on n'a pas encore découvertes, mais qui font la convoitise de beaucoup de multinationales. Le pétrole y compris. La densité, disons la diversité socio-culturelle. L'Ituri a 21 ethnies réparties à 4 grands groupes. Nous avons les Nilotiques, nous avons les Bantous, nous avons les Pygmées et aussi les Soudanais. Les Nilotiques, il y a les Alours, il y a les Yéma. Je vous donne les grandes communautés de ces 4 groupes. Les Batou, les Nandé, qui sont aujourd'hui en Ituri, ils font partie. Les Soudanais, il y a les Lendu, il y a les Ngiti, il y a les Lubara, et tas d'autres. Les Pygmées restent Pygmées. Ils ont aussi, je dirais, certaines ethnies qui sont plus proches de leur groupe. Je vais un peu parler de la justification des différentes guerres en Ituri avant d'aborder les causes. Moi, j'aurais bien voulu que vous puissiez et que nous puissions répartir la situation de la guerre de l'Ituri en 2 volets. Il y a le premier volet de 1998 à 2003, avec plusieurs groupes armés politico-militaires. Nous avons RCD. Je ne saurais pas citer les noms des concernés de ces différents groupes parce que beaucoup sont en vie. Et comme je vous ai dit, je serai aussi diplomatique. Il y a la RCD Goma, disons la RCD d'un fils de ce pays que vous connaissez, RCD de Wamba. Il y a RCD KML, il y a RCD qui était vers Bafasende. Il y a MLC, il y a l'IPC, il y a FNI, il y a FRPI. Tous ces groupes armés sont nés sur base de conflits qu'on nous a amenés. Les 2 pays voisins, ils viennent jusqu'ici. Il y a eu un front, révolution populaire, il faut repli. Il y a eu la guerre à Kisangani, et de l'autre côté, d'autres se sont retirés et élire domicile en Ituri. Ils ont profité de la faiblesse, je dirais, et de l'ignorance des fils et filles de l'Ituri pour accentuer la guerre interethnique. C'est là où est né l'UPC, c'est là où est né FNI, et c'est là où est né FRPI. Preuve, il y a eu les fils de l'Ituri qui ont été les premiers à inaugurer la CPI. Comme si cela ne suffisait pas, il fallait arriver à créer encore d'autres fractions de groupes armés. L'IPC à ce tour va faire un autre groupe que nous appelons PISIC. Nous avons FAPC et nous avons APC qui était une armée d'un parti qu'on appelle de RCD-KML. Si vous allez très bien voir, UPC est né de RCD-KML. UPC sera soutenu par l'armée des pays voisins et de l'autre côté, la même armée de ces pays voisins va aussi donner les armes à un autre groupe que nous appelons
FNI. FNI, ici de la communauté Lendu. IPC de la communauté M. Et cette armée étrangère, nationale étrangère, va donner les armes à ces deux groupes armés de différentes communautés. C'est là où est née la guerre interethnique de 1998 à 2003. Il faut très bien retenir. Et là, tout a été ce que vous avez connu. Et l'Ituri était dans le chaos. On a perdu 55 000 fils et filles ituriens pour rien. Et là, moi-même, j'ai risqué ma vie dans cette guerre. Et la guerre interethnique était confirmée. Retenez très bien. De 2017 à nos jours, aujourd'hui, je le dis encore tout haut, et je l'ai défendu quand j'étais à l'Assemblée, ce n'est pas la guerre interethnique. Retenez très bien et je vais démontrer. Ce n'est pas la guerre interethnique, mais à la dernière minute, parce qu'on a joué à la pourriture de 2017 pour qu'on se réveille et voir qu'est-ce qu'il faut faire ou imposer l'autorité de l'État en 2020-2021. Et il y avait plusieurs enjeux qui ont fait qu'on puisse jouer à cette pourriture, qu'on arrive au pire. Il y avait la guerre, il y avait un enjeu d'abord politique, basé sur la phase électorale qui pointait, qu'on connaissait qu'il y a un problème mais qu'on ne voulait pas terminer. Des flèches, des couteaux, des bateaux, on est arrivé à 1, 2, 3, 4 armes aujourd'hui. Tout de suite, là, on vient de faire la statistique, on est à 1000 armes qui circulent en Ituri. Alors, aujourd'hui, nous avons Codeco, nous avons Chinyakilima, nous avons un groupe qui se dit l'autodéfense, mais qui quitte de la phase de l'autodéfense dans la phase d'attaque. Il est aussi groupe maintenant armé. Et aussi, n'oubliez pas, vers Mambasa, il y a une migration des groupes armés de l'autre côté de Nord Kivu qui ont pris une bonne partie du territoire de Mambasa. Et en Ituri, il y a Maï Maï, qu'on appelle, je ne sais pas, Maï Maï, les noms sont là. Voilà, Maïmaï Ira, il y a Maïmaï Baraka, 1000 tours par seconde, et aussi les ADF. Les ADF. Maintenant, avec cette pression militaire, les ADF ont migré une bonne partie, ce sont des versants Ituri, et ils sont en train de traverser la forêt pour doucement et calmement arriver même à Bazouele, Otouele et la Tchopo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a Codeco, ici, d'une communauté de l'Ituri. Il y a Chinyakilima, d'une communauté de l'Ituri. Il y a l'autodéfense qu'on appelle aujourd'hui Zaïre, et aussi des communautés qui se disent victimes, qui ont quitté cette phase-là, comme je venais de vous le dire, dans la phase maintenant d'attaque, et aussi les groupes armés étrangers. Et la situation est devenue complexe. Et pourquoi ils ont pris les armes? Je me suis toujours posé cette question. Et même pour eux, quand vous posez la question, pourquoi avez-vous pris les armes pour tuer vos propres frères? Aucune question, aucune réponse. Aucune réponse. Et vous comprendrez que ce qui se passe en Ituri, on est en train d'exploiter notre ignorance pour que nous puissions nous traiter entre nous. Alors que nous pouvons facilement aussi trouver solution entre nous. Et j'ai toujours dit, la solution de l'Ituri reste iturienne. Et je vais vous la démontrer.
Alors, maintenant, je vais essayer de parler un peu de la cause ou des causes. Vous serez très surpris quand je dirai le contraire de ce que tout le monde dit. Quand on pose du coup, quelle est la cause des guerres ou de la guerre de l'Ituri, on va dire la cause est problème foncier. Mais moi, je vais vous dire non, ce n'est pas le problème foncier. Je l'ai réparti à deux catégories. Il y a la cause principale et les causes secondaires. Et toutes ces causes-là sont accompagnées par la diabolisation politique. Cause principale de la guerre qui se passe en Ituri est économique. Retenez très bien. Elle est économique. Cause secondaire, nous avons le conflit foncier. La politique s'invite dedans. Nous avons le conflit de pouvoir coutumier. La politique s'invite dedans. Et nous avons le conflit identitaire ou les conflits identitaires. Là aussi, la politique s'invite dedans. Ne voyez pas seulement les communautés ituriennes. Quand je parle de conflits identitaires, il y a aussi la migration des peuples nandais qui va bientôt poser problème, mais on ne veut pas en parler. Très attention. Il y a le Banyabouisha qui a déjà posé problème. Et on en parle, mais à coulisses. Il y a tant d'autres communautés. S'il faut aller au-delà, entre l'Ituri et le Haut-Touélé, il y a les Mororo. Il faut très bien retenir ce que je suis en train de vous dire. Mais il y a d'autres théories qui peuvent contredire ce que j'ai dit. Et quand on brandit les conflits fonciers, mais ces conflits fonciers existent dans tous les coins de ce pays, pourquoi ça ne prend pas la fleur de l'Ituri? Pourquoi ça ne prend pas la fleur de l'Ituri? Il y a des conflits fonciers même entre les frères. Il y a des conflits entre telle chefferie et une autre. Il y a des conflits entre telle province et une autre. Mais pourquoi ça ne prend pas la fleur de l'Ituri? Parce que la politique s'invite, mais derrière ça, il y a des enjeux politiques impossibles que aussi nous n'arrivons pas à maîtriser. Et on tombe maintenant en disant que non, c'est la guerre interethnique. Très important, il faut bien retenir ça. Moi, je serai beaucoup plus pratique. Alors, conflit foncier, on peut facilement terminer ça avec l'imposition de l'autorité de l'État. Mais quand la politique s'invite, ça devient compliqué. Conflit de pouvoir coutumier. Moi, je suis d'une famille régnante, mais il y a un problème entre celui que moi j'aime et un autre que moi je n'aime pas. Je prends position de l'autre côté et ça mène la population à la tuerie. Les enjeux sont aussi économiques et politiques. Il y avait une multinationale. 2018. 2019, on voit brusquement, il y a rupture de contrat. Mais la même multi qui avait déjà lancé même la phase exploratoire pour le bloc pétrolier du côté de l'Ituri, on va la voir de l'autre côté du pays voisin. Signer aussi le même contrat. Ah voilà, allez-y comprendre. Alors, du coup, quand on prend le littoral de lac Albert, il y a la guerre de l'autre côté du pays, et de ce côté, il y a la calmie et on exploite. Parce qu'il y a une pente qui fait déverser la quantité de pétrole de l'autre côté. C'est ça ce qui se passe en Ituri. Aujourd'hui, il n'y a pas un gisement d'or qui dépasse celui de l'Ituri. 450 000 tonnes de Nzanikodo. Vous avez toujours entendu parler de Nzanikodo. Nzanikodo, c'est à Magui. 450 000 tonnes. Très bien certifiées. Ça y est là. Les blocs pétroliers, là, n'en parlons pas. À Mwanda, il n'y en a pas. Ça, ce n'est pas un bloc pétrolier. Il n'y en a pas. En Ituri, n'en parlons pas.
Ça, c'est les enjeux économiques. Maintenant, les enjeux politiques. Je l'ai dit, 2017, la guerre commence par les couteaux, la machette. Le gouvernement a mesure d'éteindre. 2017-18, on va aux élections. Il s'est joué des enjeux politiques tout autour de ça. Et ça a mené ce qu'aujourd'hui l'Ituri est devenu. Maintenant, je vais parler des perspectives. Perspective, j'ai mis ça comme solution anticipative ou qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant pour que cette histoire ne revienne pas. J'ai pris la solution communautaire. J'insiste toujours dans mes interventions, vu l'étiologie de la guerre de l'Ituri, j'ai dit il n'y a pas l'option communautaire qui dépasse celle-là. Il n'y en a pas. Il suffit que l'Iturien puisse avoir seulement l'éveil de conscience. Que l'Iturien, moi politique que je suis, que j'ai une petite notion de maturité politique. Ne pas être un pétrole ou l'essence pour verser là où je peux peut-être résoudre calmement. Et c'est ça ce qui se passe en Ituri. La maturité politique d'un homme iturien. Vous avez parlé de l'éducation, l'éducation de la citoyenneté. Nous devons inculquer ça dans le mental du peuple iturien. Nous devons faire la politique saine, qui n'est pas celle de détruire, mais celle de construire. En Ituri. Les perspectives sur l'aspect gouvernemental. Moi, je suis du gouvernement. Du coup, il y a eu l'option politique et l'option militaire. Le chef de l'État décrète l'état de siège. Mais retenez bien, l'armée, elle est forte ici seulement si elle est accompagnée par sa population. Mais les Ituriens ont pris les armes contre et entre eux. Comment voulez-vous que nous puissions accompagner notre armée? C'est ça l'échec de l'état de siège en Ituri. Les Ituriens n'ont pas accompagné l'état de siège parce que ceux-là qui ont pris les armes et pour qu'ils s'entretuent entre eux, ce sont les fils et filles de l'Ituri. Bien sûr, je vais protéger mon frère. Et le matin, il peut prendre les armes, il tue et puis il disparaît dans la communauté. Voulez-vous que l'armée puisse éliminer la population? Voilà, l'état de siège a fait ce qu'il a fait. Il y a aussi des avancées positives. Moi, ça, je l'ai dit. Et il y a aussi des faiblesses. Moi, j'ai dit niet. Deux options suffisent pour que nous puissions résoudre ces problèmes. L'option communautaire, dialogue entre les communautés. L'Indou entre eux, les Alours entre eux, les Yem entre eux, les Lendou, toutes les 21 communautés, dialoguer entre vous. Esquisser le vrai problème. Je suis revenu, j'ai dit le problème de l'Ituri pour que ça soit résolu. Nous, les hommes politiques et les notables, nous devons nous impliquer dans le sens positif. Parler, laisser à bloquer les jeunes qui ont pris les armes, libérer-les, travailler leur mental. Il y a eu dialogue de la communauté Lendou, ça a porté des fruits. Les miliciens Codeco déposaient les armes, ils ont pris l'acte d'engagement devant le gouverneur, moi je dirais devant le chef de l'État et devant la République d'une façon solennelle. Ils sont aboumis. Une autre communauté, Bira, dont leurs fils ont pris les armes, qu'on appelle Tchiniakilim, ils sont venus avec leurs fils, et ce sont les notables qui amènent leurs fils. Ces notables ont lancé le dialogue entre eux, et après la fin, et le dialogue a été sanctionné par l'évacuation de leurs fils de la brousse en ville. Ça fait 3 semaines, je ne me vante pas, il y a un peu d'accalmie. Il y a un peu d'accalmie en Ituri. Avant-hier, l'Ituri a marché contre ce qui se passe à l'est, à Goma, pendant que aussi en Ituri s'abillonne. Il y a un peu d'accalmie. Maintenant,
la perspective gouvernementale, la restauration vraie et réelle d'un état de droit que prend le chef de l'État. Il ne se bat pour ça. Il ne peut pas être au même moment et en même temps dans les 26 provinces. Chacun a une responsabilité là où il est. Nous devons travailler. Il y a le problème foncier. Le problème foncier avec une très bonne justice équitable. Ça peut résoudre les problèmes. Il y a le problème économique. Le gouvernement peut facilement veiller que la population, là où on exploite ces richesses, soit bénéficiaire, pour éviter la frustration. Et il y a aussi la diplomatie axée sur le développement. Ça me concerne. Le chef de l'État lance la diplomatie que moi j'ai toujours dit agressive. Dans la diplomatie agressive, il a beaucoup plus accentué la diplomatie basée sur le développement. La diplomatie basée sur le développement pourra faciliter à ce que le pays puisse ramener les investisseurs au lieu de les expulser en mettant un bon système de coopération entre États et États. Et sur le plan international, accompagnement sincère de la communauté internationale, parce que le chef de l'État s'est ouvert, et la communauté internationale doit accompagner le chef de l'État d'une façon sincère et surtout le peuple congolais. J'ai pris deux exemples. Crise de 1999 à 2004. Là, il y a eu la résolution en un seul mois seulement. Il y a l'opération Artemis qui est venue à Bunia, un mois fini. M23 2013, je suis à Goma. M23 à Goma. Kobler à Sotan, numéro 1 de la MONUSCO. M23 de la façon dont il est entré, de cette façon M23 est sorti. Ça, c'est l'intervention de la communauté internationale. Même aujourd'hui, M23, jusqu'aujourd'hui, même s'ils sont là à Bunagana, il suffit ce soir la communauté internationale puisse prendre une mesure, il faut partir. Et je pense que c'est à cette heure, mais là presque j'ai fini. Ce qui me reste à vous demander est d'accompagner sincèrement le gouvernement. Les choses ont changé. Les gens se trompent de l'époque. Pour le moment, les gens se trompent de l'époque. Je dis et je vous remercie. Merci. L'état de siège a été décrété. On a évalué les résultats de l'état de siège après une année. Moi-même, j'en faisais partie, de ceux-là qui étaient partis. On a eu des avancées significatives. Il y a eu aussi certaines faiblesses. Mais quand cela ne tienne, il y a certaines particularités par rapport à telle ou telle autre province. Le contexte de conflit de l'Ituri n'est pas celui de Nord Kivu. En Ituri, comme je vous avais dit, cette guerre économique a été poussée par le genre de mauvaises intentions qui l'ont amené à une guerre interethnique, mais qui n'a pas pris l'ampleur de 1998 à 2003. Parce que 1998 à 2003, toutes les deux communautés ont eu des armes et ils se sont affrontés. Mais cette fois ici, il y a une seule communauté qui a pris les armes contre quelques communautés. Et les communautés victimes n'étaient pas si chaudes pour prendre les armes et s'affronter. Il y a eu possibilité que la situation de Nord Kivu avance vite que celle de l'Ituri. Pourquoi? Nord Kivu, l'état de siège a fait face aux groupes armés étrangers et aux groupes armés locaux, mais qui ne s'attaquaient pas à une communauté quelconque.
contrairement à Ituri, ce sont les groupes armés d'origine communautaire qui s'attaquaient aussi à certaines communautés ituriennes. C'est très compliqué. À tel point que l'état de siège, il fallait imposer. C'était l'option militaire. Mais il y a eu une certaine contrainte liée à la situation locale que la population elle-même semble être aussi la milice. Pourquoi? Parce que ce sont les fils d'une communauté quelconque qui prend les armes ou qui ont pris les armes. Pour le moment, l'état de siège est là, mais l'état de siège est accompagné par d'autres options, entre autres l'option communautaire. Pour moi, personnellement, j'ai évalué être la meilleure et que maintenant l'état de siège pourra accompagner cette option communautaire. Pendant une année, l'état de siège a fait son travail. Mais quand on a amorcé avec l'option communautaire, pendant un mois, il y a eu le dépôt des armes par deux groupes armés, Codeco, qui est d'ailleurs la milice la plus farouche, et aussi Tchiniakilim. Et pour le Mororo, le professeur a déjà répondu. Ces gens-là, ils suivent l'évolution de leurs bêtes. Mais attention, il arrive des fois où quand vous faites face et que vous bloquez l'avancée de leurs bêtes, ils tournent contre vous. Ils sont très bien armés. Mais ils semblent d'une part être aussi pacifiques, tel environnement, telle stratégie. Quand vous manifestez une attaque vis-à-vis de leurs bêtes, ils changent aussi les canons sur vous. Les Banyabouicha, c'est un problème très sérieux. Pourquoi? Parce que quand ces gens-là sont venus, ils sont passés par le nord Kivu. D'autres ont pris la route de Kasenyi. En passant par l'Ouganda, ils ont atterri à Kasenyi. D'autres sont passés par Beni pour aller droitement vers l'Ituri. Quand il y a eu attaque avec ADEF, il s'est avéré que quelques-uns d'entre eux ont salué l'accompagnement de l'ADEF. Pour eux, ADEF était salutaire. ADEF le protégeait. Mais quelque chose qui pourra aussi nous surprendre, il y a eu une étude par une, je dirais, fondation américaine qui a démontré que les Banyabouicha ne sont pas connivents avec ADEF. Alors, ADEF n'est pas d'origine iturienne. ADEF vient, je dirais, de quelque part, traversant le nord Kivu droitement pour l'Ituri. Mais c'est là où j'ai parlé de conflits identitaires qui se préparent déjà. Mais pour le moment, on voit les ADEF, mais on a oublié aussi, je l'ai souligné expressément, la migration massive de la communauté Nandé, qui devient une pression, d'abord politique, parce que la classe politique iturienne déjà en fait problème. Et si la classe politique iturienne en fait problème, allez-y comprendre, il y aura l'implication sur la population. Et c'est le moment où le gouvernement doit anticiper la chose. C'est en ces termes-là que je pourrais répondre. L'Assemblée et aussi que l'équipe organisatrice. Merci.